on doit être sensibilisé aussi Tout à fait. à cette réalité des parents qui ne le savent pas, qui pensent que c'est juste ce qu'ils font. Alors, comment les amener à prendre soin et d'eux, parce que ça demande beaucoup d'énergie à un parent d'être hyper vigilant sur le rendement académique, sur la performance, sur toute la vie, avoir du contrôle sur la vie de son enfant, c'est énormément d'énergie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Voix libre. Voix libre qui est vraiment axé et tourné en faveur de la santé mentale des jeunes. Mais pourquoi Voix libre? Voix libre parce que parler peut sauver des vies, parce que chaque voix compte et que chaque vie également compte. À mes côtés aujourd'hui, j'ai deux expertes avec qui on va aborder la thématique à bout d'amour, à bout de souffle. Lorsque finalement les parents rencontrent de l'épuisement, lorsque aimer épuise et enferme les enfants dans la pression scolaire. J'espère que vous êtes prêts parce qu'avec moi, mes expertes le sont déjà. J'ai Noëlla et Myriam aujourd'hui. Bonjour Noëlla. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va super bien, Je merci. suis contente de vous avoir aujourd'hui. Oui. Merci pour la disponibilité. Oui, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Allô, Myriam? Hello, Comment ça va? ça va très bien, Ça se voit. merci. Amazing. Fait que Myriam, pourquoi aujourd'hui on aurait ça envie de vous écouter? Qui est Myriam? Qu'est-ce qu'elle fait avec nous aujourd'hui sur une thématique qui va toucher à la fois vraiment au cœur des parents? On dirait que finalement, c'est comme une avocate des parents qu'on a aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on écoute Myriam aujourd'hui en faveur des parents? C'est quoi le lien? Alors, en fait, c'est pas n'importe quel parent. Oui. Alors, on va préciser, je parle des parents issus de la diversité culturelle Amazing. qui sont invisibilisés. Donc, c'est important de parler de cette parentalité diversifiée. Exact. Et ça fait à peu près plus de 10 ans que je travaille, donc plus de 20 ans maintenant. Oh mon Dieu. Oui, que 20 ans que je travaille donc avec les parents, d'abord en institution, et puis maintenant à la clinique psychosociale pour les parents de la diversité culturelle. Merci infiniment pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Sans doute. Allô, Noëlla? Fait que qui est Noëlla? Oui, je suis psychologue depuis quelque peu. J'ai été formée en psychologie du travail, puis récemment fait mon tournant en psychologie scolaire. Donc, avec vraiment toute l'affection pour les enfants, puis aussi une expertise qui a été développée au courant des 2 dernières années sur la douance spécifiquement. Donc, on parle de performance, on parle de douance, mais on parle aussi de double exceptionnalité. Donc, un profil qui paraît être performant, mais qui peut cacher aussi d'autres aspects lorsqu'il y a la double exceptionnalité. Ça peut être du TDAH, de la dyslexie, du TSA, donc le trouble du spectre de l'autisme. Donc, qui fait en sorte qu'il peut avoir une confusion. Puis au niveau des attentes des parents, je trouve ça vraiment bien de pouvoir croiser les deux thématiques qu'on a aujourd'hui. Puis d'un autre côté, je suis aussi psychologue scolaire au niveau du secondaire, donc en adaptation scolaire, où on voit l'inverse aussi, où il y a de la déficience intellectuelle, où il y a du spectre de l'autisme aussi. Donc la performance, c'est quelque chose qui est très, très importante dans le domaine scolaire. Puis on voit aussi beaucoup les parents, comment ils réagissent, comment ils se projettent à travers leur enfant, à travers la performance. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir entamer cette discussion-là aujourd'hui. Et moi, je suis comblée de vous avoir toutes les deux. Ça va assurément être une discussion exceptionnelle. J'aime déjà cet échange. Alors, si on devait commencer en précisant que on va briser la glace, on va lever le voile et ôter les masques, un parent qui sourit n'est pas nécessairement heureux. Effectivement. Et ça n'a vraiment rien à voir avec l'aspect de mariage ou le couple qui bat des ailes. C'est vraiment dans son rôle de parent. Exact. Oui. Alors, un parent qui sourit, comme tu viens de le dire, oui, il n'est pas forcément heureux. Et comment on arrive à détecter ce parent qui n'est pas heureux? Parce que qui dit parent dit enfant. C'est ça. Et souvent, en tout cas, parmi les parents que moi je reçois,
Comme je le disais, ce sont des parents issus de la diversité et qui se projettent beaucoup en leurs enfants. La réussite de leur projet migratoire, c'est la réussite de l'enfant. OK? Tout à fait. Donc, la pression est énorme pour le parent et est énorme pour l'enfant. Exact. Et d'ailleurs, on le sait, nos statistiques nous le disent, hein, pour nos jeunes premières générations, plus de 70% de ces enfants vivent de l'anxiété de performance. OK? Donc, je ne sais pas si je relance la balle en disant, est-ce que c'est là ce qu'on voit Dans la Oui, réelle. oui. OK. C'est comme dans la population générale. J'ai vu un article en 2016 dernièrement qui reportait le pourcentage d'enfants qui expérimentaient l'anxiété de performance, puis c'était 25%. Donc, un enfant sur 4. Puis ça veut dire qu'il y a presque 50% de différence Exactement. d'écart entre la population générale et la population immigrante de première génération, ce qui est assez intéressant à observer. Tout à fait. Ça nous parle de la souffrance du parent. Oui. OK? Ça nous parle de parents qui eux-mêmes ont tellement d'attentes, OK? Se donnent une pression supplémentaire pour pouvoir faire en sorte que leur enfant réussisse. Et ça passe par une négation de leur être. Exactement. Ils ne sont que parents. Exactement. Oh oui. Finalement, on projette ses rêves, hein, ses propres rêves ou ce qu'on n'a pas pu réaliser sur l'enfant. Et même, on peut le voir même dans les activités extrascolaires. C'est pas juste à l'école. Il faut que tu sois bon ou OK pour ressembler à X ou Y. J'ai tout investi là-dedans parce que c'est toi qui dois être demain, là, dans 15 ans, c'est toi qui dois être la figure de hockey. Mais ce n'est qu'un sport. Pour un enfant, il a besoin de se dégourdir, de se détendre, d'avoir du plaisir. Mais dès le moment où vient je joue au soccer, là, c'est moi qui dois être le prochain. Tu sais, ça apporte tellement de pression et le plaisir n'est plus là et on tombe vraiment dans tout ce qui est anxiété et dépression. Ce qui fait finalement que beaucoup d'enfants se considèrent aimés uniquement lorsqu'ils ont de bonnes notes, une bonne conduite. Ils se sentent aimés lorsqu'on fait exactement c'est quoi le parent a dit. Tu parles pas, tu te tais. Donc, à la maison, on devient plutôt silencieux parce que c'est ça qui est accepté pour que je sois aimé, pour que j'ai de la reconnaissance. C'est que des A+ qui sont acceptés. Sinon, le jour où j'ai un A-, je shake là, je sais pas comment l'annoncer à mes parents. Mais ce n'est qu'une lettre qui ne détermine pas ton identité. Comment aller déconstruire ces paramètres-là chez les parents, finalement, pour qu'ils puissent laisser les enfants s'épanouir et être juste des enfants? Mais je pense que le premier signe, c'est de voir les signaux puis reconnaître qu'on a un problème. Un parent qui reconnaîtrait pas qu'il y a des enjeux, que ça fonctionne bien, qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir des signes internalisés de détresse, qui vont avoir un repli sur eux-mêmes, qui vont adopter les comportements qui vont être induits par le parent, qui vont être des perfectionnistes, puis ça va conduire aussi à des bonnes notes. Ça peut conduire à des bonnes notes, mais est-ce que ça veut dire que l'enfant va bien? Pas nécessairement. Ça va manifester une forme de souffrance qui va être manifestée. Puis dans mon expérience professionnelle, j'ai déjà vu des enfants qui étaient très, très jeunes à la maternelle froisser des dessins parce qu'ils étaient insatisfaits. Donc ça, c'est des manifestations qui sont externes, qu'on peut observer et qui sont dirigées vers l'extérieur, qui vont se manifester en forme d'agressivité. Mais l'enfant est perfectionniste. Quand il fait un dessin puis qu'il le rend, qu'il est satisfait, c'est parfait. Il va avoir une bonne note puis il va être renforcé là-dedans. Mais la bonne performance ne veut pas dire une bonne santé mentale au final. Exact. Puis il faut être à l'affût de ça. Donc, une note en soi, une performance en soi, c'est une information qu'on a sur notre enfant. Mais ça ne veut pas dire que notre enfant va bien. Une bonne note peut cacher plusieurs choses. Ça peut cacher... il faut avoir la discussion avec l'enfant au final. Donc, de savoir qu'est-ce que ça représente pour lui, la performance. Donc, s'il est satisfait de cette performance, puis ce que je vois avec mes enfants doués, c'est que c'est facile pour eux d'avoir une bonne performance. Puis les parents les valorisent par rapport à ça. Mais moi, un A+, en ce moment, je ne suis pas stimulée par ce que je fais. Cette bonne note-là m'apporte rien. Moi, j'ai besoin de nourrir mes passions. J'ai besoin de faire des efforts parce qu'avoir un A+ en mathématiques, pour moi, c'est inné.
Oui. Donc, au niveau de la satisfaction qui est aussi inhérent au bien-être psychologique à l'école, donc c'est pas quelque chose qui est répondu. Puis aussi, il faut se poser la question à l'enfant de comment il s'est rendu jusqu'à cette bonne performance-là. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a ruminé pendant des semaines parce qu'il y avait un examen? Est-ce qu'il a nuit à ses habitudes de sommeil? Est-ce que ça a généré des troubles du comportement alimentaire? Donc, qu'est-ce qui se cache donc derrière toutes les étapes qui ont conduit à cette bonne performance? Mhm. Donc, Mais il ceci faut... n'est pas à dire qu'on ne veut pas de bonnes performances. Exactement. Ah, OK. Non, OK. mais c'est de plutôt ne pas voir la bonne performance comme étant une finalité, Mhm. mais plutôt comme une opportunité de discussion avec un enfant. Donc, pour lui demander, pour lui parler, pour voir qu'est-ce que ça représente pour lui, pour voir des indices par rapport à notre enfant sur sa santé psychologique, sur comment il perçoit son expérience. Donc, de ne pas tout ramener à nous, notre expérience, que nous, la performance, c'est une finalité, C'est ça. mais d'écouter notre enfant au final. Oui. Aujourd'hui, on a des parents qui disent ah oui, moi, quand mon enfant n'avait pas des 20 sur 20 ou des A+, je lui passais une sacrée raclée, ou bien, bah voilà, c'était la punition tout le week-end, c'était ci, c'était ça. Donc, on voit vraiment que le parent avait créé un cadre de performance. En fait. C'est soit des bonnes notes ou des punitions, des raclées, des privations, ce genre de choses. Oui. Quel impact psychologique ça peut créer chez l'enfant? Mais justement, tu l'avais nommé tantôt, c'est qu'il va percevoir que la réussite et l'amour sont indissociables l'un par rapport à l'autre. Donc, au niveau du conditionnement, si à chaque fois, il y a du renforcement sélectif sur ses réussites, puis il y a de la punition quand il y a de l'échec, il va avoir tout ce mécanisme, tout cet amalgame-là entre l'estime de lui-même et justement la performance. Donc, ça va renforcer, puis cette forme de contagion du stress-là, de voir un parent anxieux, d'être contrôlant au niveau psychologique pour parvenir à sa finalité, qui va affecter l'enfant directement, qui va percevoir le stress et l'amener dans son environnement scolaire, qui va le vivre à la maison et le transférer dans les autres sphères de sa vie. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Myriam? Je te vois réfléchir depuis tantôt. Oui, tout à fait, je réfléchis parce qu'en fait, la marche est tellement grande pour les parents qui arrivent dans un nouveau contexte. Exact. OK? Oh oui. Faut pas oublier que le discours que nous tenons aujourd'hui est empreint de notre réalité nord-américaine. C'est vrai. Nous avons le luxe de pouvoir nous pencher sur nos états émotionnels. C'est un luxe qui n'est pas donné à tout le monde. Les personnes qui vivent dans des situations d'adversité à l'étranger qui arrivent ici vont garder ces comportements de défense, de performance aussi, parce qu'il faut sortir de ce cadre-là. Pour réussir, pour sortir de la pauvreté, c'est un ascenseur social. Alors que nous, nous penchons sur l'état psychologique parce que nous n'avons pas une situation d'adversité That's ici. true. Ça, c'est OK? vrai. Donc, nos besoins de base et de sécurité sont là. OK? Donc, sur l'échelle de Maslow, donc on le voit. Mais comment arrimer justement cette réalité vécue par le parent qui arrive avec son bagage et qui a été conditionné comme cela That's true. et qui ne peut plus continuer à 100% à fonctionner de cette façon. On ne peut pas le lui enlever tout de suite. OK. Ça prend une adaptation. Ça prend une adaptation. Et une adaptation, ça peut prendre une génération. OK? Donc oui, on peut comprendre pourquoi ces enfants-là sont plus, je dirais, victimes de cette performance. Mais sensibiliser les parents à cette réalité, c'est très important. Et les impacts, pourquoi? Nous avons beaucoup de jeunes à l'adolescence qui, comme on dit si bien, qui dérapent, qui prennent une mauvaise voie. Et on se rend compte que justement, ils avaient des très bonnes notes. Alors le comportement, ça c'est l'affaire du parent. Ils se comportaient très bien à la maison. Les parents étaient satisfaits. Les parents les valorisaient là-dessus. À l'école, ils avaient des bonnes notes. Mais à un moment donné, là, il y a une rupture de fonctionnement. Et c'est pour échapper à cette pression. Donc, c'est important de sensibiliser les parents à ce risque-là. Parce qu'ils font beaucoup d'acting. Les jeunes
et on le voit, hein, des familles qui normalement ça devrait fonctionner, C'est ça. on a des jeunes qui rentrent dans des comportements inappropriés, OK, pour retrouver eux-mêmes ce contrôle. Exactement. OK. Et ça, il faut Ouais, sensibiliser. c'est un jeu psychologique finalement. Absolument, absolument. Là, je reprends le pouvoir. Oui, OK? Est-ce que c'est à travers seulement mes bonnes notes que j'étais reconnue? Mais non, je vais faire des mauvais coups. c'est Qu'est-ce que ça. tu vas dire? Est-ce que tu vas m'aimer toujours? Mhm. Est-ce qu'on va garder Et là, on le va lien? voir si après 23 heures, quand je suis pas rentrée, est-ce qu'on me fait un message, est-ce qu'on m'appelle, Ah, mais non, mais est-ce que... absolument, absolument. Mais toute cette danse, hein, qui se joue à deux, les parents n'ont pas les codes. Donc, ils continuent, hein, à toujours à exiger ces notes-là, à avoir ces comportements de valoriser uniquement l'académique. Et Exact. le reste du temps, est-ce que tu te sens bien? Comment tu es Non, arrivé n'en à ce parle pas, statut-là? surtout Non, mais pas. pas du tout. Mm. Ah non, c'est parce que tu as bien travaillé, c'est correct. S'il y a de la souffrance derrière. Donc, c'est toute une... je pense qu'on doit être sensibilisé aussi Tout à fait. à cette réalité des parents qui ne le savent pas, qui pensent que c'est juste ce qu'ils font. Alors, comment les amener à prendre soin et d'eux, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie à un parent d'être hyper vigilant sur le rendement académique, sur la performance, sur toute la vie, avoir du contrôle sur la vie de son enfant. C'est énormément d'énergie, énormément, et qui épuise, puisqu'on n'est plus dans la relation avec On a l'enfant. parlé d'épuisement, on peut aussi parler du burn-out Mais parental. C'est absolument. quoi le burn-out Ben, parental? justement, on n'est plus en mesure de faire face à son rôle parental. C'est trop. OK? C'est trop. Et même, alors, se faire appeler maman, c'est trop. Ok. Euh, j'ai eu une maman qui m'a dit ceci, une femme professionnelle et tout. Elle m'a dit, j'en étais arrivée à détester mes enfants. Oh là 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 là. OK? À ce point. Oui, ça veut dire que vraiment, dans le rôle de parent, justement, l'exigence, la performance, je dois faire 2, 3 activités avec les enfants, ils ont des compétitions, donc là, je me retrouve à faire. Et puis, je dois quand même performer dans mon rôle conjugal. OK, il faut que je trouve du temps avec mon conjoint. Puis à la maison aussi, il faut que je trouve du temps pour que tout soit parfait. Et au travail, mais est-ce qu'on peut être à 100% partout? Exactement. Puis je rajouterais que le burn-out parental survient, comme Myriam, tu disais, il y a plusieurs sources de stress pour un parent Absolument. au quotidien. Puis que c'est pas la source de stress qui va être nécessairement problématique, que chacun a ses propres fragilités, ses propres réserves d'énergie, Exact. mais ça va vraiment être la continuité, le niveau continuel de ces stresseurs parentaux-là au quotidien et la perception de ressources que les parents vont avoir pour pouvoir naviguer à travers ces stresseurs-là, pour pouvoir affronter le quotidien. Donc, de savoir que il faut que je fasse à manger, il faut que je m'assure que mes enfants fassent bien leurs devoirs, il faut que, parce que leur avenir, parce que, il faut que. Donc ça, en plus de ça, tu perçois que tu n'as plus d'énergie, que ton conjoint ne participe pas. Donc, d'avoir peu de ressources pour pouvoir naviguer là-dedans, qui va faire en sorte qu'on arrive dans un point de rupture au final, au niveau de la santé psychologique. Puis c'est un peu similaire au burn-out qu'on entend traditionnellement au sens du travail. Mais là, c'est vraiment circonscrit dans le domaine parental. Puis les symptômes, ça va être divers. Donc, tu le mentionnais que au niveau de être parent, ça devient trop. Donc, on se sent comme étant un mauvais parent. Et on voit aussi que pour les parents qui sont plus propices à expérimenter le burn-out, l'épuisement parental, c'est des personnes qui sont perfectionnistes, qui se définissent par leur rôle de parent. Ils ne sont que parents, tu l'as dit tantôt. Donc, arriver dans ce point de rupture-là où tu en viens à dire, au final, je fais mal mon travail, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père. C'est un aveu d'échec pour ces personnes qui peuvent être très, très perfectionnistes et qui transfèrent ce perfectionnisme à leur enfant. C'est un aveu d'échec, même s'il ne faut pas le percevoir comme ça, mais c'est comme ça qu'eux, ils le ressentent. Oui, et puis moi je rajouterais que notre système remet beaucoup de responsabilités à l'individu. Donc, pour ces personnes, aller chercher de l'aide, c'est déjà à la base
OK? C'est un aveu d'incapacité. Donc, Exactement. je suis capable de tout gérer. Puis d'ailleurs, hein, au niveau parental, c'est la première personne qui est responsable, c'est le parent. Il y a des recherches il y a un consortium de recherche dans différents pays et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est en Occident qu'il y a le plus d'épuisement parental. Pourquoi? Parce que la responsabilité n'est pas partagée par le réseau communautaire dans le sens famille élargie. OK? Donc, les parents vont prendre en charge, non, 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 c'est moi qui je suis capable, c'est moi qui choisis. Donc, ils se mettent beaucoup de pression. Tandis que dans les autres pays, on va parler du pays du Sud, ben, l'enfant appartient à la communauté. Ouais, donc, cette responsabilité éducationnelle ne repose pas à 100% Sur le parent. sur le parent. OK? Mais notre système est fait de cette façon. Hein? Nous sommes des individus responsables et puis il faut les assumer, mais ça a un coût. Ça a un coût au niveau de la santé psychologique. Donc, c'est aussi le regard social qui empêche les parents d'aller demander de l'aide Mais dans le rôle parental. dans le rôle parental. Oui, OK. ça c'est vraiment le regard social. J'ai envie de dire aussi le regard des réseaux. Hein, quand on se compare sur les réseaux. Ça, c'est vrai. Mais je me dis encore, notamment chez les femmes, même, c'est encore plus pénible parce que généralement, la femme, on va le voir qu'elle est éduquée dans le... C'est toi qui vas donner vie, c'est toi qui vas donner naissance à un enfant demain. Dès qu'elles sont toutes petites, on va acheter des dolls, des Barbies, des choses comme ça, et leur apprendre déjà à le prendre soin. Ce qui n'est pas mal, ce qui est même plutôt essentiel de l'apprendre dès la base. Mais on a remis finalement sur elle l'intégralité du prendre soin. Fait que dès le moment où elle atteint ce point de rupture où elle n'en peut plus, elle ne se sent même pas capable d'aller chercher de l'aide parce qu'elle se dit déjà, depuis que je suis née, je suis comme formatée à prendre soin. Mais comment ça se fait-il que je sois en train d'aller demander de l'aide? Tu sais, c'est contradictoire. Et donc, on préfère se cacher et se réfugier dans sa souffrance plutôt que de se dire, oh, si ça continue, je risque de tomber en burn-out. Ça continue, je peux même faire un AVC. On n'en parle pas assez, mais ça peut arriver jusque-là. Oui. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis de je suis programmée à prendre soin en tant que femme. J'en viens à demander de l'aide. Puis le message qu'on devrait plus passer, c'est prendre soin de soi, pour prendre soin de l'autre au final, qu'on s'oublie beaucoup à travers ça. Puis je lisais un article dernièrement qui montrait la différence entre les répercussions que l'épuisement chez les mamans avait chez les enfants versus des papas chez les enfants. Donc, les mamans, on prenne beaucoup sur les épaules, ce qui fait en sorte que les études montrent que les conséquences au niveau des manifestations chez les enfants sont pires lorsque c'est la mère qui tombe en épuisement parental versus quand c'est le papa. Donc, d'où l'importance de voir les signaux d'alarme de façon préventive avant même d'arriver à l'épuisement, de voir quand on commence à devenir plus irritable avec nos enfants, qu'on a moins de patience, que là, OK, il faut que j'aille chercher de l'aide, que ça ne doit pas être un réflexe de se dire « j'échoue dans mon rôle, dans ce que j'ai été programmée pour », mais que ce soit plus « OK, en ce moment, c'est un signal d'alarme, c'est mon corps qui m'envoie un message pour dire que je dois prendre soin de moi » pour mieux prendre soin de mes enfants. Exactement. Et si on abordait le fait que souvent, les parents redirigent leurs propres peurs, leurs propres blessures, ou même parfois leurs propres ambitions sur l'avenir de leurs enfants. J'ai failli être médecin, j'ai pas pu. Il faut que toi, tu sois le médecin de la famille. C'est ça le métier de demain, c'est le métier comme novateur. Il y aura toujours de la job dans le domaine de la santé, fait qu'il faut que tu sois médecin. Fait que finalement, l'enfant est dans un domaine, mais il n'est pas épanoui. Il t'apportera tes A+, là, tes 100%, tes 20 sur 20, mais c'est pas ce qu'il veut faire. Fait que viendra le moment où ça peut aller jusqu'à 50 ans. Il va se retourner vers son parent et dire « Je t'ai apporté tes bonnes notes, je t'ai apporté ton diplôme, je t'ai apporté je sais pas moi, tu sais, des titres de reconnaissance qu'on obtient souvent, mais maintenant ça suffit.
il est temps que je pense à moi. Il va aller être ingénieur en bâtiment. Tu sais, il va recommencer dès le début ce qu'il a envie de faire. Le temps est passé, c'est-à-dire entre ces 50 ans-là, et c'est là que tu te dis, c'est pour le plaisir à qui, finalement? Aux parents ou à l'enfant? Être parent, si sa définition, c'est aimer jusqu'à comme donner soi-même, là, parce qu'on s'entend que quand on est parent, la phase de l'accouchement est quand même, voilà, on appréhende un peu et tout cela, mais tu donnes vie à quelque chose, tu sais, que tu veux pas laisser partir, que tu veux pas laisser comme s'épanouir, s'envoler comme un papillon. C'est la même chose, tu sais, tantôt, par exemple, on parlait avec des entreprises. Parfois, c'est super difficile de laisser nos talents exceller dans ce en quoi ils sont bons. On veut vraiment les mettre comme dans un box. Tu vas faire ci et tu vas le faire de telle façon. Mais avec la génération Z, par exemple, c'est pas possible. Tu sais, là, il y a tellement d'outils AI, des choses comme ça que c'est possible de faire la même chose, mais différemment. Fait que c'est possible d'être heureux sans nécessairement être médecin, mais ingénieur en bâtiment aussi. Parce que c'est là où je suis épanouie. Et on s'entend que même lorsque l'enfant évolue en faisant ce qu'il aime, je me souviens, j'avais reçu cette patiente-là. Elle, c'est comme de l'art, mais je sais pas comment mettre les mots pour qu'on l'interprète pas mal. Ok, je vais mettre ça dans la catégorie de l'art, mais ses parents n'étaient pas d'accord du tout. Fait qu'elle a évolué dans le domaine où ses parents étaient ok, corrects avec, enfin, là où ils étaient en termes. Et ce n'est qu'à 30 ans qu'elle a commencé à faire ce qu'elle aimait. Elle a eu beaucoup de ressentiments envers ses parents et elle m'a dit que je leur ai pardonné parce qu'ils sont en fin de vie. Mais quand moi j'étais en début de vie, ils ont emprisonné mon avenir. Aujourd'hui, je les relâche je les relâche de mon cœur, je les pardonne parce qu'ils sont en fin de vie. Mais c'est comment on fait pour évoluer avec en tant que parent comme en tant qu'enfant? Parce que, bon, peut-être le parent ne le voit pas nécessairement. C'est ça. Il se dit, mon ambition, j'ai un projet pour toi, là. C'est moi le director, manager de ton avenir. On va aller dans cette direction, c'est là qu'on va. Fait qu'il ne le vit pas beaucoup, même s'il a une certaine pression parce que on n'a plus assez de temps, l'objectif doit être atteint. Fait qu'il ait des bonnes notes. Moi, déjà, je cumule 3 jobs pour pouvoir payer ta scolarité. Et là, tu oses me dire que tu vas pas devenir médecin. Tu sais? On a aussi cette emprise-là sur les enfants. Et comme on a éduqué cet enfant à ne pas riposter, à ne pas aller à l'encontre du choix parental, on va le faire, même pas par amour, mais par peur. Mais il y a beaucoup de choses, j'entends tout ce qui est au niveau du contrôle psychologique que les parents peuvent avoir sur leur enfant, qui peut être très, très néfaste pour l'enfant au final. J'entends aussi des traumas irrésolus aussi chez les parents, que souvent, comme on peut pas envoyer un parent qui ne reconnaît pas ces enjeux-là, qui a l'impression de bien faire pour ses enfants, je me suis sacrifiée, moi j'ai pas eu cette opportunité, je te donne les chances de se prolonger à travers son enfant. Il perçoit pas ça, il peut pas aller chercher les démarches pour aller résoudre ces enjeux, ces conflits internes-là. Donc, c'est pas à nous de le dire, mais s'il y a certains qui se reconnaissent, c'est sûr que ça demande un travail, que ça va pas se faire du jour au lendemain, qu'on va quitter ces dynamiques-là, ce type de projection-là. C'est quelque chose qui a été aussi renforcé. C'est aussi des fois une mission de vie que je donne tout à mes enfants, je me sacrifie, je prends 2 travails pour pouvoir les envoyer à l'école privée. Ah oui, n'oublie pas l'exemple de moi, j'avais que des A+, quand j'avais ton âge, ou bien quand j'avais ton âge, je marchais 100 000 kilomètres pour aller à l'école. Toi, aujourd'hui, tu as la chance de prendre une voiture, un autobus, des trucs comme ça. C'est que ne me dis pas que tu vas pas être médecin. C'est ça que tu vas faire. Donc, tu as toutes les ressources. J'ai fait les sacrifices pour te donner les ressources. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Donc, si tu ne reconnais pas que c'est trop pour un enfant, c'est que tu vas t'en rendre compte justement à ton lit de mort que finalement, il y a eu plein d'amertume, que tes enfants sont devenus peut-être ce que tu as voulu être,
mais qu'au final, ils se sont pas développés, ils n'ont pas développé leur identité, ils ne sont pas allés au bout. Puis, même sans des parents comme ça, il y a plusieurs enfants qui deviennent adultes et qui ont des regrets par rapport à leur vie, mais certains parents peuvent vraiment vivre lourdement le fardeau d'avoir été la source de ce mal-être-là chez l'enfant à l'âge adulte. À l'âge adulte. Exactement. Mais moi, j'aimerais compléter en disant que les parents, quand on leur en parle, en tout cas nous, ce qu'on voit dans la pratique, euh, ils comprennent à un moment donné. Mhm. On met dans la balance le lien, l'attachement. Ok. Qu'est-ce qui va être plus important? Parce que ça engendre beaucoup de conflits, hein, la question de la performance, l'anxiété. Donc, est-ce que on va euh, continuer dans cette voie ou bien on va investir la sphère émotionnelle, la sphère relationnelle? Mhm. Et quand on met en perspective avec le parent les enjeux futurs, il est capable de se réajuster et de laisser justement cet enfant se développer, ok, de l'accompagner dans le développement de sa propre identité. Exact. Mais le parent a besoin de mettre des mots. C'est vrai qu'on travaille fort, mais si on ne lui dit pas, ben voilà ce qui risque d'arriver, ok, voilà ce que tu vis comme enjeu. Et si on ne dit pas les conséquences à long terme, ça peut être santé mentale, addiction, tout. Alors, est-ce que tu vas continuer dans ce chemin? Le parent, il va s'arrêter, il va réfléchir. Mais c'est un deuil. Parce que là, il va se dire, très bien, tu me dis de ne pas continuer. Mais est-ce que nous sommes sûrs que le chemin que nous allons prendre, mon enfant va réussir? Mhm. C'est là qu'il faut se faire confiance. Oui. C'est là qu'il faut justement nourrir cette capacité au niveau du parent à se faire confiance et à faire confiance à son enfant, à parler et à dire à son enfant, écoute, tu sais, moi, je viens d'un ailleurs. Dans Oui. mon ailleurs, voilà comme ça que ça se Ça se passe. passait. Je sais qu'ici, c'est pas comme cela. Nous allons faire le bout de chemin ensemble. Je vais me tromper. Je vais des fois vaciller. Mais je te promets que je vais t'écouter. Tout à fait. Et j'ai vu des miracles. Des parents, Juste par l'écoute. mais absolument. Mhm. Mais écoutez le parent. Écoutez le fait que c'est un deuil pour lui Oui. d'arrêter cette même pensée qui, pour le parent, c'est juste, puisque c'est dans l'intérêt supérieur de son enfant. Oui. OK? Comme souvent les parents me disent, mais il n'y a pas quelqu'un qui aime mon enfant plus que moi-même. Moi-même. Mhm. OK? Et là, on fait l'analogie avec le vol dans les avions. Qu'est-ce qu'on vous dit dans un avion? À qui il faut mettre le masque en premier? À soi-même. Vous n'allez pas le mettre à votre enfant. Vous faites tout. Non. Prenez soin de vous. Faites ce temps d'arrêt. Hein. Faisons cette réflexion, cette introspection et mettons en perspective les différentes avenues. Exact. Et les parents, ça se fait. Des fois, c'est un peu plus difficile. Mais quand un parent refuse d'entamer ce chemin de déconstruction de la pensée et de Qui n'est pas reconstruction, évident, hein? c'est un processus de deuil. C'est un processus. Tout à fait. Il faut l'accompagner. OK? Il faut renoncer à certaines Mais croyances, bien sûr, déconstruire. bien sûr, pour voir vraiment cet enfant qui va être différent. OK? Il faut l'accepter avec c'est ce nouvel être. OK? Il faut l'accepter, mais il y en a qui ne sont pas en mesure de prendre ce changement-là, ce virage. Mais la majorité le font. Mhm. Mais ils ont besoin d'un espace pour être accompagnés pour que l'enfant soit bien. Il n'y a aucun parent, j'ai vu en tout cas aucun, qui ne veut pas du bonheur de son enfant. Tout à fait. Aucun. Mhm. Donc la discussion avec eux est essentielle. Mhm. Parce que nous connaissons les impacts. Et eux, ils ne connaissent pas. Tout à fait. Dans un contexte monoparental, est-ce que ça sera pareil? Alors là, c'est encore un autre enjeu, le contexte monoparental. Hein. Je pense que les défis sont encore multipliés. OK? Les défis, surtout pour les femmes, OK, qui, en étant monoparentales, endossent deux rôles.
Et là, c'est, j'allais dire, le jugement ou le regard de la société parmi nos facteurs de vulnérabilité, c'est quoi? La monoparentalité. Il y en a qui, ça fait partie de nos facteurs. Et pour d'autres personnes, ils ne comprennent même pas que ce soit un facteur Oui. de vulnérabilité. C'est pourquoi nous les regardons de cette façon. Ils sont monoparentales et ce pas les premiers et les derniers. Yeah. Ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, si on est seul à élever des enfants, on les met aussi à risque. Si on n'a pas de réseau, parce que c'est le réseau qui va faire la différence. Oui. Donc, il faut aller chercher de l'aide. Il faut être plus vigilant sur son niveau de ressources internes. Est-ce que l'épuisement, va arriver plus rapidement? Donc, à ce moment-là, j'aime bien dire aux gens, il y a des organismes qui font l'office de grands frères, grandes sœurs. Oui. Non, il faut utiliser les ressources. On ne peut pas être seul à élever des enfants. Il faut utiliser les ressources. Parce que si on tombe en épuisement parental en étant monoparental, les risques sont beaucoup plus élevés. À la fois sur nous que sur l'enfant. Oui, parce que au bout de la ligne, c'est quoi? C'est de l'abus physique ou alors de l'abus psychologique. Exact. On est dans une société, on ne tolère pas ça. D'accord? Donc, on met l'enfant à risque. D'où l'importance de faire beaucoup plus attention dans cette situation. Je ne sais pas si toi, dans ta pratique, tu vois des enfants issus de familles monoparentales et que les parents... Oui, je vois vraiment, comment dire, la différence entre les parents qui sont séparés, surtout auprès des mères qui sont beaucoup plus investies, qui vont être là à chaque rencontre, qui vont être plus impliquées. Donc, Oui. quand on travaille en tant que psychologue scolaire, on collabore beaucoup avec la maison. Puis, c'est des parents qui vont être extrêmement impliqués lorsqu'ils sont seuls. Mais ça rajoute effectivement un stresseur supplémentaire donc dans cette relation-là. Donc, surtout quand le partenaire il est absent pour je ne sais quelle raison. Donc, ça va rajouter des stresseurs qui vont établir le déséquilibre qu'on a entre les ressources perçues et les stresseurs qu'on vit par rapport à nos rôles parentaux. Donc, c'est des situations que je vois où les parents monoparentaux vont souvent être très, très investis, vont voir le prolongement au niveau de la douance. Ce que je vais voir, c'est des personnes qui vont pousser pour de l'accélération scolaire. Donc, même quand c'est pas le mieux pour l'enfant, parce que dans le système de l'éducation, on en parlait un peu plus tôt, Myriam et moi, avant le podcast, on disait que au Québec, on a un système qui valorise pas nécessairement juste la performance, mais également les différentes sphères des développements, que ce soit social, affectif et autres de l'enfant. Donc, on a un système qui est complet, mais certains parents vont tellement valoriser la performance et vont pousser. Donc, quand on voit un enfant qui est fragilisé, même s'il est doué, qui a énormément de potentiel au niveau académique, si par exemple, il n'y a pas d'amis, si par exemple, il y a des difficultés au niveau affectif, si par exemple, on le dépose à l'école, sa maman le dépose à l'école, puis il vit de l'anxiété, il va pas être un candidat à l'accélération scolaire. Donc, ça va être des contextes, on va voir, où les parents vont tellement être enclavés dans leur perception des choses, leur vision de l'enfant, une vision un peu tunnel qui empêche le bien-être de leur enfant, même si ça reste ça leur priorité. Au final, ils n'arrivent pas à voir clair à travers ça, qu'est-ce qui est le mieux pour leur enfant. Puis lorsqu'on leur parle, c'est des parents qui sont obstinés, qui vont s'acharner, puis on comprend, c'est des personnes qui sont investies, qui donnent tout à leur enfant, c'est le prolongement d'eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas un autre parent qui s'en occupe comme ça, donc il n'y a pas le partage de la charge parentale. Puis même au niveau des articles scientifiques, l'un des facteurs de protection, c'est la coparentalité. Donc, en absence de cette coparentalité, on vit une autre fragilité, on exacerbe les stresseurs qu'on vit sans avoir à les partager. C'est vrai que ça nous prédispose beaucoup plus Exactement. que dans un couple qui était finalement constitué des deux parents.
Mais tu as parlé tantôt, Noéla, de peur. Et effectivement, je pense aussi que chez les parents, il y a cette peur-là lorsqu'on n'est plus en contrôle lorsqu'on voit que quelque chose nous échappe un peu, on n'a plus le contrôle sur notre enfant. J'ai reçu ce père-là qui vient me voir parce que il sait pas pourquoi son fils veut plus passer du temps avec lui. Son fils est tout le temps sur sa tablette et puis, ben voilà, là, s'il a une petite minute, ça sera vraiment une petite minute sur sa tablette avant d'aller dodo, plus une minute avec son père. Et le parent, il comprenait vraiment, vraiment pas. Et puis, en fait, il y a tellement aussi d'étapes que le parent bypass parce que pour lui, c'est banal, c'est que des détails, alors que c'est d'où vient la cause, en fait. Et c'est sur ces causes-là que l'enfant s'appuie pour créer la distance et se dire, mais ça sert à rien, tu sais, d'avoir ce temps avec mon père. Je préfère être sur ma tablette pour les 1 minute qui me reste avant d'aller au lit. Donc, quand j'ai essayé de creuser, de lui demander, c'est quoi la relation vraiment entre votre fils et vous, il me dit, oh, écoutez, relation, moi j'ai pas beaucoup de temps, je cumule beaucoup de boulot et quand je rentre à la maison, ils sont déjà en pyjama, des choses comme ça. Fait qu'il y a une grosse partie finalement qui n'assiste pas. Et ici, on ne veut pas rejeter la faute à tous les boulots des parents, non, parce que justement, ils prennent tous ces boulots-là par amour afin de prendre soin de leurs enfants. Mais sauf que c'était finalement devenu le style de vie, le modèle de vie comme quoi ce n'est que ça qui se fait. C'est à peine 2 heures grand total qu'ils pouvaient passer ensemble par semaine. Grand total. Et donc, quand moi je parle avec l'enfant me dit, mais tu sais, sur ma tablette, je suis sur des réseaux avec des personnes qui m'aiment. Tu sais, tout à l'heure, tu as demandé, est-ce qu'il y aurait une personne qui aimerait un enfant mieux que son parent? Mais pour cet enfant-là, des amis qu'il n'a jamais rencontrés, des internautes qu'il ne verra peut-être jamais dans sa vie, lui donnent plus d'importance que son père. Et encore là, ce regard d'amour ou d'affinité, ce regard de bienveillance, si on peut poser ça comme ça, ce n'est pas de s'asseoir 5 heures de temps avec son enfant. On n'a pas ce temps-là aujourd'hui pour se dire la vérité. Mais c'est comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as des examens qui arrivent bientôt? Ça veut dire des examens en maths et qu'on est nul en maths, mais juste le fait d'avoir posé cette question-là montre que, hey, je me soucie de ce qui se passe. Je ne suis pas là que pour payer tes études, mais pour créer finalement un cadre, un contexte, une ambiance qui te permettent de performer dans ces études-là que je paye. Et donc, en regardant, c'était pas ça le type de relation qu'ils avaient ensemble. Donc, en ayant parlé finalement avec le père, il était comme, oh ouais, ça a autant d'impact dans la vie de mon fils. Donc, il ne se rend pas compte effectivement. Et c'est là où il faut écouter les parents avec un regard très compatissant. Il faut mettre beaucoup, beaucoup de compassion à l'intérieur parce qu'ils ne font pas exprès. Ça peut être le background aussi du parent. Peut-être qu'il a grandi dans un environnement où le papa était vraiment là que pour travailler et that's it. Il n'y avait pas de relation père-enfant. Donc, en ayant grandi dans cela, il ne reproduit que ce que lui-même aussi, il a, tu sais. Aujourd'hui, tu vas demander à des parents de dire « je t'aime » à leur enfant, ça sortira pas. Mais pourtant, dans le monde, il n'y a aucun individu qui aimerait l'enfant mieux que le parent. Fait que le parent va savoir que oui, il aime son enfant, mais il va pas le verbaliser, ni en parole, ni en acte. Mais cognitivement parlant, il sait qu'il aime son enfant. Mais pour un enfant, c'est très important de pas juste l'avoir dans ta tête, mais de le lui prouver aussi. Que ce soit en parole, que ce soit en action, ce genre de choses qui vont vraiment venir faire la différence. Tu sais, hey, là, hier, quand je suis rentrée, tu dormais déjà. Je voulais savoir comment ta journée a été. Tu sais, tu reviens déjà sur la journée d'hier que tu as loupée pour te rattraper par rapport à... Tu sais, on n'est pas ici en train d'acheter la paix. Non. On est vraiment en train d'être dans son rôle, là, finalement. J'ai besoin de lui apporter cette affection parce que c'est cette affection-là qui va Ça se peut, cet enfant-là passe par du bullying à l'école et qui n'arrive même pas à mettre sur la table à la maison parce qu'on ne passe pas assez de temps parent-enfant. Un enfant qui vit du bullying, ça peut drastiquement briser son avenir.
Tout à Mais fait. je ne peux pas le dire à mes parents parce qu'il n'y a pas de temps, en fait, pour parler ensemble. Oui, puis ça me rappelle à mes cours là, de développement de l'enfant, on avait vu une pratique qui est très, très simple pour instaurer cet écart-là, développer cette relation-là avec les parents et les enfants. Puis c'était simplement d'instaurer des soupers en famille. Eh oui. Puis même si c'était pas fait par le passé et que la relation était pas proche, c'est une petite action qu'on peut intégrer dans notre routine C'est qui vrai, permet c'est vrai. de Et au départ, on résorber. va pas se parler. Ça peut être un film ou un souper qu'on partage, mais Exactement. au départ, ça se peut que tout soit silencieux, mais c'est déjà Mhm. un départ. Ah, absolument. Oui, Moi, je demande aux parents, c'est quoi vos rituels? C'est tout. exact. Donc, c'est un moment, il faut qu'il y ait un moment commun en famille. Mhm. Et ça, si on le maintient tout le temps, ça va créer des liens. Exactement. Mhm. Mais si chacun mange de son côté, ils se voient jamais, ils prennent même pas le petit déjeuner Oui. ensemble, ou le souper, ça fonctionne pas. Mhm. Il faut des rituels, c'est important. Tout à fait. Ça scelle une famille. Tout à fait. Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à cet enfant-là, c'est que le rapport enfant-parent, il est très, très important. Puis c'est le cœur quand l'enfant est très, très jeune. Mais il y a aussi ce détachement-là qu'on observe lorsque l'enfant vient vers la préadolescence, l'adolescence, où justement, c'est plus les parents qui lui donnent ce besoin d'appartenance-là. Il y a il y a un besoin de générer sa propre identité, Oui. Exact. de se développer par lui-même, d'entretenir des relations avec des amis. Donc là, quand on a l'impression que notre enfant est tout pour nous, puis que cette relation-là se scinde quelque part, Oh, on oui. y voit s'affilier à d'autres personnes qu'au noyau familial, ça peut être déchirant pour nous, mais c'est quelque chose qu'on observe dans plusieurs foyers, puis ça fait partie du développement normal. Développement normal des enfants. On devrait plus s'inquiéter. Sur un enfant qui reste à la maison tout le temps et qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de réseau, et qui Ça, ne c'est inquiétant. s'oppose pas à ce Mhm. qu'un parent fait, Mhm. c'est inquiétant parce qu'il n'arrive pas à développer sa propre identité. Exact. Et Exactement. il faut qu'il développe sa propre identité. C'est Exactement. essentiel. Tout à fait. Exactement. Et là, mesdames, ça m'aurait fait hyper plaisir de continuer ce balado. Je suis certaine qu'il y en a qui écoutent et qui se disent déjà « Oh non, ça doit pas terminer maintenant, mais toute bonne chose à une femme et on vous promet que c'était uniquement une mise en bouche et que nous reviendrons vers vous avec beaucoup plus finalement de développement sur la relation parent-enfant, comment les parents font face au burn-out et les enfants justement sont sous l'échelle et reçoivent la pression de la performance scolaire. C'est un sujet essentiel. Merci Myriam. Merci Noëlla.